Salut à tous, bienvenue dans la bande AD+, et dans la deuxième partie de l'émission spéciale débrief de l'UTMB 2025. Si vous n'avez pas encore écouté la première partie, je vous recommande vivement de faire marche arrière, car nous avons tout enregistré d'une traite dans les conditions du direct, et je crois que ça vaut la peine de ne rien manquer. Avant de reprendre le fil du débrief, je vous remets en contexte. Le mathématicien et data scientist Joseph Mestralet était notre invité pour évoquer, entre autres, son rôle dans les victoires de Tom Evans et de Ruud Croft sur l'Ultra Trail du Mont Blanc. Après avoir répondu à l'interview décalée ni oui ni non, Joseph s'apprêtait à quitter l'émission et j'allais donc le saluer, sauf qu'il avait encore envie de parler un peu du sujet au programme du sondage des plus. Et ne manquez pas non plus dans cette deuxième partie les rubriques Esprit Wise avec Johan Bojard, la playlist de la bande AD+, mais aussi les D+, ou des moins, des membres de la bande. Bonne écoute. Le sondage des plus en partenariat avec Run Motion Coach. Et on va te saluer, Joseph. Merci d'avoir passé un bon moment déjà avec nous. On a bien entendu que tu étais pas forcément dans la situation la plus confortable. D'abord dans un café, puis maintenant à la SNCF. Donc on va te laisser voguer. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Salut Joseph. Merci. Et encore bravo pour ta performance. Avec Ruud et Tom. Merci à tous. Oui, du coup, j'aurais pas de. Pour la diag, hein. Oui, je vais peut-être essayer de passer cette année si je vous tiendrai au courant. Si peut-être j'ai pas donné du tout mon avis sur un des sujets, je pense qui va être notamment sur les fan zones. Non, Courtenay, il y a des milliards de choses à dire, mais honnêtement, on embraye sur les fan zones. Voilà. Allez, non, honnêtement, je pense que c'est un sujet qui était vraiment intéressant, qui a peut-être divisé cette semaine. Moi, personnellement, je suis à 200%. Moi, j'aime la baston, donc honnêtement, quand on me gueule dans les oreilles, c'est plutôt quelque chose qui me motive. Je pense qu'il faut aussi dire que pour les athlètes de haut niveau, c'est vraiment quelque chose qui peut être vraiment dérangeant. On a vu des commentaires comme quoi c'était des fragiles, que quelques secondes ou quelques minutes de fumigène ou de lumière dans les yeux pouvaient les déranger. Et honnêtement, je le dis de manière très franche, c'est des fragiles, c'est des putain de fragiles, parce que ils sont tellement justement dans la minutie et le fine tuning qu'en fait c'est vraiment quelque chose qui peut les dérégler pour toute une nuit, etc. Donc des cornes de brume dans les oreilles, et notamment en fait quand on approche de la nuit, ça peut vraiment les déranger. C'est pour ça que je différencie vraiment Notre-Dame de la Gorge qui arrive avant la nuit et Valorcine, où je pense que Valorcine est beaucoup mieux accepté, et c'est un message justement pour Robin, où on a vu des athlètes, même Tom qui a détesté et qui déteste toujours, je pense, Notre-Dame de la Gorge, essayer justement de générer encore plus de bruit et de ferveur, parce que c'est quelque chose qui en fin de course peut vraiment beaucoup les aider. Et heureusement qu'il y a ce genre de choses, parce que ça montre que le trail, je pense, va dans le bon sens, qu'on arrive à générer justement des ambiances de Tour de France. Donc je trouve que même pour l'esprit du trail, c'est extrêmement bon, mais c'est vrai que les athlètes, et notamment le top 10, peut avoir un peu de mal justement avec ça avant la nuit. Merci pour ton avis. Comme ça lance la discussion, et je donnerai tout à l'heure le résultat du sondage. Hugo a envie et bouillonne à l'idée de répondre. Toi, t'es plus team Notre-Dame de la Gorge, parce qu'il y a une partie des gens qui te soutiennent, qui sont là pour t'encourager. Joseph, il a tout dit. C'est à peu de choses près la même chose. Simplement, Valorcine intervient sur la fin de parcours. Du coup, c'est sûr, quand Tom Evans arrive, il a 20 minutes d'avance, il s'en fout, il peut presque s'arrêter, serrer la main de tout le monde, il gagnera quand même. Alors que le mindset est complètement différent à Notre-Dame, où il entre dans la nuit, alors en plus il pleuvait, etc. Donc il y a tout un stress associé. Et là où Joseph a aussi raison, c'est que souvent les athlètes qui sont à l'avant de la course sont des gens qui sont plutôt introvertis que extravertis. Et ça peut les gêner, ça peut les perturber, ça peut leur faire peur aussi. Moi, il y a quand même quelqu'un qui m'a ceinturé et qui m'a écarté du chemin. C'était un peu bizarre, j'ai pas compris pourquoi. Mais bon, ça m'a pas gêné plus que ça, mais c'était étrange. Donc, et j'ai fait un podcast dessus qui est sorti hier, et on liste justement tout un tas de problèmes qui ont fait que cette année, il y avait un petit peu plus de monde que d'habitude, malgré la pluie. Et c'est vrai que la place est pas très grande. Alors après, t'as les photographes qui font des super images, mais bon, une fois qu'ils ont fini, il faut qu'ils aillent sur un autre point, donc ils redescendent par le seul chemin possible, c'est là où les coureurs montent. Donc il y a tout un tas de petits détails qui font que c'était un petit peu le bordel. Alors qu'à Valorcine, comme c'est
un très grand champ, c'est vrai que tu pouvais quitter la zone, voilà, en passant par derrière, personne te voyait et tu gênais personne. Donc il y a toutes ces petites différences qui font ça. Par contre, moi, j'ai eu beaucoup plus mal aux oreilles à Valorcine. Là, je sais pas, ils étaient dingues à ce moment-là, je sais pas. Mais ça, j'ai été obligé de me les boucher un peu contre ma volonté parce que ça faisait réellement mal. Mais c'était très très sympa. Robin, évidemment. Oui, ouais, c'est ta faute. Je pense qu'honnêtement, il n'y a pas de débat à avoir. En tout cas, Notre-Dame versus Valorcine, c'est deux endroits très différents. Et effectivement, Joseph et Hugo en ont parlé. C'est deux périodes dans la course très différents, avec l'entrée dans la nuit où finalement le premier qui va passer à Notre-Dame-de-la-Gorge sera certainement pas le premier à lutter à Chamonix. En revanche, statistiquement, à chaque fois qu'un coureur est passé premier à Valorcine, il a gagné la course. Et là, Tom Evans, on l'a vu haranguer la foule parce que c'était génial avec la petite modif de parcours, on les voyait sur le champ d'en face. Et en fait, il a harangué la foule de l'autre côté de la voie ferrée. Et en fait, quand il est passé, il était fou de joie. Effectivement, comme dit Hugo, avec 20 minutes d'avance, il aurait pu serrer la main à tout le monde. Alors, vu qu'il y avait 3 millions de personnes, ça prenait quand même un certain temps, mais il avait quand même un peu d'avance. Écoute, nous, on s'est bien marré. Comme je disais en début d'émission, ça a été vraiment une ambiance bon enfant. Oui, il y a eu 2-3 fumigènes, mais on a essayé de rappeler à l'ordre les quelques loupards qui ont quand même osé les allumer. Très honnêtement, c'était vraiment une ambiance très bon enfant. Il y avait la buvette à Valorcine, ce qui est en fait... Valorcine est quand même un lieu très propice parce qu'il y a à la fois le côté mobilité où tu peux y aller en train, en bus. Il y a des parkings qui sont pas très loin. Alors j'ai quand même entendu qu'il y avait eu 300 amendes qui avaient été données pour tous les petits coquins qui s'étaient garés sur la route. Mais à part ça, c'est un lieu qui coche pas mal d'occasions et surtout le côté buvette qui est tenu par le comité des fêtes de Valorcine. Donc ça coche plein de cases et franchement l'ambiance a été super belle et là les quelques retours d'athlètes qu'on a pu encourager que j'ai eu étaient vraiment forcément très heureux de l'accueil qui avait été réservé. On a essayé de les encourager au maximum et puis il y a eu un effet, il y a eu un petit creux, on va dire, après le passage de Ludo, et puis après c'est revenu avec l'arrivée des premières femmes, et puis avec un peu comme il y a 2 ans, en point d'orgue finalement, Courtenay, qui a un peu fermé en fait cette fan zone, puisque et bien comme il y a 2 ans, quasiment tout le monde est parti après Courtenay, donc la personne qui est passée après Courtenay n'a plus grand monde, mais non, c'était super sympa, il y avait une bonne ambiance, les gens ont joué le jeu sur les costumes, etc. Donc pour nous, c'est une super journée. Hein. Est-ce que Robin, ce serait pas un point entre guillemets d'amélioration l'an prochain de dire les gars, au moins on attend Ugo Ferrari quoi. Non, mais on va chercher un peu plus dans le temps pour que les gens qui sont un peu plus pendant plusieurs heures connaissent aussi ce côté c'est pas grave, c'est pas nous qui allons gagner, mais on va vivre ce moment qui est quand même d'une intensité folle. Enfin, il faut le dire pour le croire. C'est une super question, c'est une super idée. Nous, dans l'idée, on avait envie d'encourager le maximum de personnes. Après, on avait donné rendez-vous aux gens à 10h. Nous, quand on est arrivé à 8h, il y avait déjà des gens. Il y avait déjà des gens qui avaient pris les premiers trains et qui étaient là, en fait, 2 heures avant le début, on va dire, de la fête, sachant que le premier coureur, il est plus passé vers 11h, 11h30, quoi. Donc, en fait, ça fait aussi beaucoup de temps sur place entre des gens qui sont arrivés à 9h, 10h et Courtenay qui est passé, si je dis pas de bêtises, à 15h et quelques. Donc ça fait aussi beaucoup de temps et c'est vrai que Notre-Dame-de-la-Gorge, c'est un peu différent, c'est le début de la course, donc il y a beaucoup de coureurs dans un laps de temps assez réduit. Valorcine, 150e kilomètre, les écarts sont monumentaux. Donc dans l'idée, nous on aimerait encourager même une partie de la nuit. Après, c'est comment réussir à faire rester les gens aussi longtemps après s'être égosillés, avoir dansé, avoir crié. Enfin, c'est pas les gens. Moi, ils ont aussi besoin de repos et même nous, on était rincés quoi à la fin quoi. C'est beaucoup d'énergie déployée, Hugo. La vraie question, c'est est-ce que vous avez retrouvé la personne qui a mis la couronne sur la tête à Courtenay? La bande à des plus, présentée par Nicolas Ferret. Bon, magie, éternelle magie de la virtualité. On a été coupé
Et on reprend donc. Joseph nous a quittés et nous a quittés. Il est parti. Paix à son âme. Il n'a pas tenu la longueur de l'émission. Il nous a offert ses dernières heures de vie. Ouais. Et donc on était en train de parler du mystère de la couronne de Courtenay. Robin, toi tu as réussi à déjouer ce mystère, même si ça a été... Ouais. Il a fallu enquêter. Et il a fallu en fait regarder les images au ralenti parce qu'en fait tout simplement. Ouais, la VAR, exactement. Il y a utilisation de la VAR parce qu'en fait il y a un certain Boris et un certain Lucas qui ont revendiqué la pose de la couronne. Donc ça a été quand même. Il y a quand même une légion d'honneur à gagner, hein, donc c'est quand même pas rien, même si on la donne à peu près à n'importe qui maintenant. Mais en fait, en regardant les images au ralenti, il y a effectivement le propriétaire de la couronne qui va pour la poser et l'autre personne qui accompagne le geste. Donc ils sont deux en fait, vraiment deux à poser la couronne sur la tête de Courtenay. Et ça a été un moment absolument légendaire. Moi j'étais derrière Courtenay à ce moment-là. Enfin il y avait un caméraman, j'étais derrière le caméraman et je me suis dit Courtenay elle va gentiment prendre la couronne et la redonner. Enfin voilà, il faut pas déconner non plus. Et en fait elle l'a même stabilisé finalement quelque part sur sa tête et sur ses lunettes. Et elle a fait toute la traversée de la fan zone avec la couronne sur la tête. C'était complètement invraisemblable. J'ai réussi à courir sur le côté et pour retrouver Courtenay, elle me l'a redonné en sortant de la fan zone. Donc une scène absolument irréelle. Elle t'a donné cette couronne sur les réseaux sociaux des Genoux d'un Gif, évidemment. Ouais, et effectivement, ouais, Sabine, après, oui, elle m'a rendu la couronne parce que je pense que Courtenay ne se voyait pas faire les 20 derniers kilomètres avec une couronne sur la tête quand même. Ouais, t'imagines, elle t'a remis sa couronne, c'est presque une transmission là, Robin. Ah, c'est incroyable, pour le coup, autant Joseph n'a pas vraiment répondu à est-ce que c'était le plus beau jour de ma vie, enfin de sa vie, le fait que Ruth et Tom gagnent. Là, clairement, Valorcine, plus beau jour de ma vie. Courtenay qui me remet la couronne. Enfin, que restait-il à vivre, quoi. Et là, tu redonnais à son dans quel état elle était à ce moment-là? Oui, je l'ai rendue à son propriétaire, mais elle n'a pas été lavée et elle ne sera pas lavée. Et mise aux enchères. Robin, elle était dans quel état à ce moment-là, Courtenay? Parce que la déroute avait déjà commencé quand même. Oui, parce qu'en plus, il y a Katharina qui la double justement à la sortie de cette fan zone de Valorcine. C'est dur de savoir avec Courtenay, c'est vraiment dur de savoir ce qu'elle pense vraiment. Alors, elle avait l'air d'être enchantée et d'être un peu, on va dire, de profiter, de se nourrir. Elle a pris l'énergie à ce moment-là, en tout cas. C'est le sentiment qu'on a eu, mais c'est vrai que Courtenay, on n'arrive jamais trop à savoir ce qu'elle pense. Il y a quand même une grosse couche, une grosse façade de sourire, etc. Et finalement, c'est assez dur de savoir réellement ce qu'elle pense. Elle avait dit qu'elle avait adoré le col La Forclaz il y a 2 ans, qu'elle attendait de pied ferme Valorcine, etc. Après, c'est vrai que là, il y avait beaucoup plus de monde à Valorcine qu'à La Forclaz. Il y a eu l'histoire de la couronne, donc j'ai eu l'impression qu'elle était enchantée et qu'elle s'est nourrie de cette énergie, mais avec Courtenay, c'est toujours un peu difficile de savoir, mais je vais lui faire un petit message, je pense, dans les prochains jours pour savoir un peu comment ça s'est passé, même si je pense qu'elle va pas me dire c'est un scandale, etc. Mais voilà, histoire de prendre un peu des nouvelles quand même. Mais elle avait l'air, au moment où on la voit passer, elle avait pas l'air d'être si fatiguée que ça. Et en fait, au moment où elle a passé la fan zone, elle me remet la couronne. Et là, on voit, en fait, elle relance même pas, en fait. Elle arrive pas à courir. Et en fait, on voit qu'elle est pas dans son état normal, quoi. Bah c'est ça, c'était la fin de son règne. Elle t'a donné sa couronne, fini. Et là, la couronne a un super pouvoir. Nico, pourquoi tu parles de déroute? C'est le mot que j'emploie par rapport à ce qu'elle a vécu, parce que on s'attend tous à ce que Courtenay l'emporte encore une fois, pour la 3e fois. Elle mène une partie de la course et puis d'un seul coup il y a tout qui s'éteint et elle s'effondre, elle reste debout mais s'effondre et elle se fait dépasser par toutes les femmes qui étaient derrière elle, jusqu'à atteindre presque miraculeusement le top 10, dans un geste magnifique pour un ultra-trailer ou une ultra-traileuse. Ce qu'on a vu, et notamment la vidéo qu'on a publiée sur Distance Plus avec avec un certain décalage, on n'est pas trop près d'elle, on est un peu loin, on voit cette grande championne
qui est en déroute. Enfin, je sais pas, on peut utiliser un autre mot, mais elle est plus, enfin, je veux dire, pour la première fois, elle ne gagne pas, quoi. Elle a déjà abandonné. Elle a abandonné la hard rock en 2021, mais elle gagne tout, Courtney, depuis toujours. Et là, elle ne gagne pas. Elle va au bout. Ça, c'est un acte absolument magnifique qui a été salué par des milliers de personnes. Mais c'est quand même une déroute. Je sais pas. On peut discuter de la qualificatif, mais c'est une déroute qu'elle a vécue. Non, moi, ce qui me dérange de dire déroute, quand quelqu'un qui est connu, reconnu, mais bon, c'est quelqu'un qui prend le départ d'un ultra-trail, peu importe que ce soit Courtney ou quelqu'un de lambda, et qu'à un moment, c'est pas une science exacte, et c'est pas quelque chose de sûr, et d'un seul coup, ça déraille, et voilà, et tout s'enchaîne. Et le fait de dire que Courtney, elle est comme tous les autres coureurs, et ça voudrait dire que quelqu'un qui part dans une aventure et que tout se passe bien et que tout s'écroule, ce serait une déroute. Ça reste quand même une expérience incroyable, et qu'on parle du trail. Et je suis un peu gêné quand j'entends le mot déroute. Dans un ultra trail, de prendre le départ d'un ultra trail, d'aller au bout d'un ultra trail, peu importe le résultat. Oui, Courtney, je comprends ce que tu dis, et qu'on utilise le mot déroute, je trouve ça un peu moche et un peu violent pour n'importe quel athlète qui prend le départ d'un ultra trail et qui passe la ligne d'arrivée avec toutes les mésaventures du monde. Et on a toujours eu l'habitude avec Courtney d'avoir quelqu'un qui réussit, voire qui s'arrête pour des raisons nettes, précises à un moment de la course. Et que le fait d'utiliser le mot déroute envoie aussi un message que ce serait un échec, un truc incroyable. Ah non. Une déroute, tu vois, la déroute, je sais pas. C'est une déroute par rapport au chemin attendu. Enfin, je veux dire, qui aurait pu imaginer une seule seconde que Courtney puisse faire 10e de cette UTMB 2025? À mon avis, toi, tu aurais pu imaginer. Non, mais je connais, et je pense qu'on est tous d'accord à dire oui, on s'attend à ce qu'elle gagne. Bien sûr qu'on s'attend à ce qu'elle gagne. Non. 10e, non, mais gagner cette année, moi, je suis désolée, si je devais parier ma fortune sur quelqu'un, j'aurais parié sur Ruth et pas sur Courtney. Même chose, mais 10e. Là, à faire 10e, pareil, on ne sait pas ce qui peut se passer en trail, et encore une fois, c'est ça la magie du truc. Et le fait de dire que c'est une déroute, mais je pense que c'est un problème avec la définition du mot, parce que par exemple, tu as employé dérailler. Oui. En fait, c'est un mot. Le mot déroute, moi, je le trouve assez beau, mais voilà. D'accord. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le message qu'on envoie à n'importe quel trailer, que ce soit Courtney ou un lambda, et qu'il y a un moment que ça se passe pas comme prévu, mais comme souvent, d'ailleurs, quand on fait du trail, on ne parle que ceux de devant qui réussissent et que tout déroule. Mais attention, parce que Courtney a réussi aussi à aller au bout. C'est surtout ça. Dans les circonstances qui étaient les siennes. Voilà. Et ce qui est beau dans la légende, parce qu'aujourd'hui, cette course-là de Courtney, j'ai l'impression que quoi qu'elle fasse, elle est dans la légende, mais c'est une course légendaire aussi. Parce que justement, contrairement à la grande majorité des athlètes les masculins ou féminins, c'est très rare d'avoir quelqu'un qui gagne tout le temps. Je suis d'accord avec toi, Nico, mais elle a fait un ultra trail, elle a pris le départ, elle est arrivée. Alors oui, elle n'est pas arrivée à ce que tout le monde imaginait, ou attendait, ou imaginait, ou l'image qu'elle avait l'habitude de nous donner, certes, voilà. Mais à peu près comme tous les trailers, les ultra-trailers, quand ils prennent le départ. Et c'est pour ça que je suis toujours un peu embêté quand j'entends parler d'une déroute, parce que c'est un mot qui me semble négatif, et que peu importe, quand on envoie un message à un trailer, il n'y a pas que des Courtney dans la course, et que je trouve que c'est un peu fort, quoi, parce que elle a pris le départ, elle est surtout arrivée, il lui est arrivé des tas de choses, j'imagine que dans sa tête, avec un statut pareil, ça a dû mouliner, et je suis friand de ce que va te dire Courtney Robin à ce sujet-là, et c'est pour ça que, rien que pour ça, c'est pas une déroute pour moi, c'est peut-être même plus difficile que d'avoir déroulé qui se déroule facilement. C'est pour ça que le niveau déroute, mais non, au contraire, c'est un challenge de fou qu'elle a dû avoir dans sa tête à partir de, je sais pas trop, la mi-course, je m'en rends pas trop compte. Non, un peu plus que ça, ouais. Un peu plus que la mi-course. J'ai l'impression qu'en redescendant Grand Col Ferret, ça commençait déjà un petit peu à... Bon, bref, n'importe. Mais justement, au contraire, c'est pas du tout une déroute. De la part d'une championne, ça aurait pu être vite bâclé, on arrive en bas, elle est terminée, c'est pas grave. À des coups, j'en ai gagné, j'en gagnerai l'autre, ou je sais pas quoi. Et là, d'un seul coup, elle est rentrée dans un truc
Bien au contraire, le combat de cette femme qui s'est mise dans une situation psychologique pour aller au bout avec son statut, ce qu'on attendait d'elle, c'est loin d'être une déroute. Je trouve ça génial. Mais c'est juste que en fait, la déroute, c'est pas l'ensemble de l'œuvre, c'est qu'elle a été en déroute et elle a su trouver les ressources pour aller au bout et écrire cette page d'histoire. Bon, en tout cas, je pense qu'on est dans la sémantique, mais on a tous vu la même histoire de quelqu'un qui va au bout et qui est acclamé pour ça. Je pense que ce serait intéressant de regarder les vidéos et de voir qui de Roots ou de Courtney a été la plus acclamée à l'arrivée. Robin, tu voulais prendre... Ouais, je trouvais ce qui était vraiment choquant, dérangeant, on va dire, c'est que Stéphane de temps en temps il dit trail et pas trail, et c'est peut-être le seul truc qui me chagrine dans votre échange. Blandine, toi, tu voulais dire un mot sur Courtney. On était en train de parler de la fan zone, mais Courtney était au programme aussi, donc allons-y. Moi, je voulais surtout reparler des fan zones, mais ça fait un petit moment déjà. Mais voilà, ça m'a un petit peu chafouiné ce qu'a dit Joseph avant que malheureusement il s'en aille vers d'autres cités lointaines. Mais c'est que j'ai compris rien qu'en une phrase que je ne serai jamais une athlète de haut niveau, ou au moins sur un podium du TMB, enfin sur un podium ou sur une victoire du TMB, parce que il dit que que tous les athlètes qui jouent les devants sont assez sensibles au bruit extérieur et que ça les dérange, et moi c'est complètement l'inverse. Je fais que m'inspirer, je suis une éponge à émotion et à dynamisme, et moi j'adore ça en fait. Je ne rêve que d'une chose quand j'arrive à Notre-Dame-de-la-Gorge, c'est ça. J'ai eu une très grosse même déception quand l'année dernière je suis arrivée à la Forclaz et que tout le monde s'en était allé parce que Courtney était passée, et que cette année je me dis j'aurais dû faire avec un peu de chance, je serais arrivée avant Courtney à Vallorcine pour pouvoir enfin avoir la chance, mais toujours pas. Cette année j'ai choisi la mauvaise course, mais peut-être qu'un jour moi aussi je pourrais vivre une fan zone comme celle-ci. Et puis bon, si tu voulais que je retourne sur Courtney, moi de toute façon Courtney c'est quelqu'un d'inspirante pour qui j'ai énormément d'admiration, et ce qu'elle a fait là, je pense qu'elle a encore plus monté dans mon estime que si elle avait gagné, parce qu'effectivement alors à toute petite échelle, je veux pas me comparer, mais je sais ce que c'est d'être un peu favori. Attendu. Et comment? Attendu, oui, excuse-moi, ouais. De se faire dépasser par des personnes qui normalement sont moins fortes que soi, dans un moment où c'est difficile pour nous. Ça fait toujours ça touche un peu son ego et son estime, et je trouve ça magnifique qu'elle ait continué. Je sais, j'ai pas vu beaucoup de vidéos quand elle se faisait doubler, mais je suis persuadée qu'elle envoyait qu'il y avait souvent un petit échange avec ses adversaires, et voilà. Moi, c'était la présidente de l'univers, et maintenant je sais pas de toutes les constellations réunies, je sais plus comment on peut l'appeler maintenant, mais elle est encore plus inspirante avec ça qu'avant. Bon, et puis tu vas me faire le plaisir de contredire dans les années à venir Joseph sur cette partie par rapport aux fan zones. J'aimerais. Sabine. Oui, je disais tout à l'heure que pour moi, elle n'était pas forcément la favorite au départ de la course, parce que je trouve que on l'avait pas tellement vue sur des courses très relevées ces derniers temps. C'était compliqué de savoir si elle était capable de dominer comme elle l'a fait. Rappelez-vous quand même qu'il y a 2 ans, il y en avait qui s'attendaient à la voir arriver au scratch sur le podium de l'UTMB. Là, on en est quand même encore loin. Les podiums femmes et hommes sont quand même vraiment distincts. On le voit quand il y a les meilleurs hommes et les meilleures femmes. Mais c'est qu'en fait, jusqu'à maintenant, soit elle gagnait, soit elle avait un pépin tel qu'elle abandonnait. Et puis là, elle nous a montré qu'en fait, elle est capable aussi,
que tant qu'elle peut finir dans les temps, bah elle continue. Et puis elle continue avec classe, quoi. Et on voit que, je sais pas, elle communie avec tout le monde. Elle voit sa famille. Franchement, je vais te faire rougir, Blandine, mais je pense que vous avez toutes les deux cette aura qui fait que les gens ont envie de vous applaudir, quoi. Et voilà, c'est la grande classe, quoi, que j'ai pas envie d'en rajouter encore, mais ce qu'on a pu voir aussi à la place de Blandine, si jamais ça capote entre Kevin et Courtney, je suis là. Ce qu'on a peut-être pas trop vu à la Flégère, où on a eu la chance entre guillemets de la voir, c'est que elle a demandé aux gens de la laisser tranquille aussi. C'est-à-dire que il y avait beaucoup de gens qui venaient l'encourager, qui venaient à côté d'elle, qui venaient la filmer, et à plusieurs reprises, elle a demandé laissez-moi tranquille, laissez-moi seul, en fait, laissez-moi dans. Ouais. Et à un moment, quand t'es vraiment crevé, on peut comprendre, quoi, vraiment, ouais. Bah, bien sûr qu'on peut comprendre, mais en tout cas, ça restera une des images de cette édition 2025. C'est pas sa victoire, c'est certainement pas sa défaite, peut-être pas sa déroute, Stéphane, mais ça va rester une image légendaire de Courtney. Peut-être un dernier mot sur Courtney. Juste que si je peux ajouter sur ce que tu as dit sur les concurrentes qu'il a dépassées, elle a quand même dit en interview que pour elle, un des moments les plus forts de la course, c'était de voir comme Ruth était forte au moment où elle lui est passée devant. Donc quand même, ça montre qu'elle a aussi beaucoup d'humilité. Et je crois c'est difficile, comme dit Robin, de savoir ce qui se passe dans sa tête, mais j'ai l'impression qu'elle est contente aussi de voir que finalement, elle a de la concurrence chez les femmes et que le niveau féminin s'élève et se densifie, quoi. Et mais puis, d'ailleurs, elle inspire du monde, quoi. Elle a eu un petit mot, vraisemblablement pour chacune des athlètes qui l'ont dépassée. C'est Maëlle Deroise qui me disait que elle était la première étonnée quand elle l'a dépassée avec un petit peu d'appréhension. Hein. Ça m'a fait penser à Mathieu Blanchard qui racontait quand il allait dépasser Kylian, qu'il savait pas trop s'il avait le droit de le dépasser. Et Courtney a encouragé Maëlle, la félicité, etc. C'est quand même la grande classe, quoi. Clairement. Et ça a effectivement pas dû être simple à gérer. Hugo, toi, t'as couru un petit peu avec Courtney, tu m'as dit, hein? Non, du coup, c'est celle que j'ai le moins. Quoi? Non, je pensais avoir compris ça, mais non. C'est celle que j'ai le moins vue parce qu'en fait, quand je l'ai rattrapé, au début, je vois un t-shirt blanc qui part de la Giette alors que moi, j'y arrive, donc dans cette auberge là. Je me dis chouette, encore un concurrent que je vais doubler. Là, j'étais au sommet de ma remontée. Et en fait, en sortant de la Giette, le t-shirt blanc avait pas trop avancé. C'était Courtney et elle descendait déjà très très mal, donc elle était déjà très fatiguée. Bon, du coup, ça a gâché un peu le plaisir de la doubler parce que on sentait qu'elle souffrait déjà normalement. Donc forcément là, c'était en descente. Moi, j'étais lancé en pleine bourre. J'ai à peine pu dire un petit mot, un truc comme good luck, quoi. Étant donné que je suis bilingue, mais j'aurais partagé beaucoup plus de mots sans doute si on s'était doublé en montée là où j'étais largement moins bon. Donc j'ai pas du coup pu trop échanger avec elle. J'ai comme d'habitude, j'étais 5, 6, 7 minutes derrière un peu tout le long. Et puis quand elle a craqué, je suis passé devant. Mais sinon rien de plus. Ouais. Je termine maintenant sur les fan zones, Hugo. Moi, j'ai été frappé par non parce que tu as été frappé tout court, non, peut-être. J'ai failli. Pour le coup, je suis pas violent, mais j'ai jamais vécu ça à Notre-Dame de la Gorge. Comme journaliste, j'ai été poussé, j'ai été insulté, alors que un truc que je disais dans mon podcast, c'est qu'en fait cette année, pour moi, UTMB Group a fait une faute. C'est qu'ils ont envoyé des navettes. Alors, je suis quasiment convaincu que c'est nouveau. Ces navettes UTMB Mobility. Et ça a ramené du monde vraiment au dernier moment. Alors que t'avais, entre guillemets, les puristes qui étaient déjà installés là, malgré les trompes d'eau. Et au dernier moment, les navettes ont déversé un flot de spectateurs qui se sont mis, où ils pouvaient parce qu'il y avait pas de place. Et toi, en tant que journaliste, tu fais les images. C'est ce que je dis. C'est important qu'il y ait des médias, que ce soit des photographes, des vidéastes,
ou comme toi un peu hybride, puisque du coup tu relates le truc en tant que journaliste, tu fais pas seulement des images. Mais le problème c'est que toi comme les autres, quand vous avez fini votre travail, vous redescendez, ce qui est totalement légitime, puisque ensuite vous vous rendez à un autre point pour continuer. Et il y a pas d'endroit en fait où descendre. T'es obligé de descendre là où il y a les coureurs. Et il y a les spectateurs, en fait, il y a les coureurs. Ouais, mais c'est la nuit, il pleut, c'est pas balisé, il y a pas de corde, il y a pas de petites barrières, de petits poteaux en bois, trucs comme ça. Il faudrait aménager le truc. Absolument. Ce sera une bonne, une très bonne initiative pour que ce soit moins le gros bazar. Mais moi, j'ai un truc à noter. Un peu plus dur l'accès à Notre-Dame, comme il l'était avant, où seul le puriste qui venait très tôt avait accès, quoi. Il n'y avait pas de navette, il n'y avait pas de... Voilà. Ce que je voulais noter, parce que dans les messages qu'on a pu voir, on parlait d'agressivité beaucoup, etc. Mais c'est la foule. C'est sûr qu'il y a, je le disais tout à l'heure, il y a ta fan zone à toi d'une certaine manière qui est renforcée là-bas. Et c'est la partie de l'ascension de Notre-Dame qui était la plus festive. Et un peu plus on montait, plus on avait des gens qui avaient une agressivité. C'était pas des gens de la Ducarmi. Je voulais juste le dire. Ils étaient en bas cette année. Je l'ai constaté. J'ai vraiment constaté que c'était pas la même ambiance. On avait l'impression qu'il y avait plusieurs groupes, ce que j'ai pas vécu à Valorcine. À Valorcine, on avait l'impression que c'était une communion de gens qui étaient là, qui se connaissaient pas forcément, qui criaient leur joie, etc. À Notre-Dame, c'est la première année que je vois ça. Je me suis dit, ok, il y a pas le même monde, c'est pas les mêmes gens et ils ont pas les mêmes codes. Et ça, je dirais que c'est quand même dangereux pour la suite, parce que Notre-Dame de la Gorge, on y allait tous, selon quel que soit notre statut, coureurs, supporters, journalistes, on y allait tous voilà, c'était un chouette moment. Là, c'est la première année où je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là, quoi. Ça va pas bien se terminer. Pour moi, il y avait trop de monde, en fait. À cause de cet accès, entre guillemets, facilité. Alors, j'ai échangé avec Guillaume dans la tête d'un coureur, qui me disait que lui, c'est même pire, il avait vu que la route n'était pas tout à fait fermée. La barrière était ouverte, il n'y avait pas de bénévoles. Peut-être c'est le moment où il était allé faire une pause, j'en sais rien. Mais t'as l'impression que c'était vraiment très facile cette année d'aller à Notre-Dame. Bon, en tout cas, ce sera intéressant. Le sondage, c'était pour ou contre les fan zones. Alors le sondage a été clair, net, précis, 80%. Bien sûr, le but est de continuer et de cadrer pour pouvoir continuer en fait. Absolument. Là, j'ai eu énormément de messages. J'ai d'ailleurs pas pu tous les lire au moment où je vous parle, mais la grande majorité des gens disent mais oui, parce que ça c'est bien, c'est chouette, c'est intéressant. Par contre, il y a souvent attention à bien respecter le monde, attention à bien respecter les coureurs, attention à bien respecter l'environnement, etc. Et donc finalement à contrôler d'une certaine manière, pas que ce soit le pugilat et que ce soit du n'importe quoi. Et je pense que les organisations comme ce que tu fais, Robin, ou à travers ton groupe de la Ducarmi à Notre-Dame de la Gorge, d'avoir finalement des consignes, c'est quand même une des clés pour qu'une fan zone se passe plutôt bien, plutôt que de laisser quelques individus faire un peu à leur sauce. D'ailleurs, cette année, le message avait été entendu sur les fumigènes. Globalement, il y a par rapport à l'année dernière où c'était quand même une folie. Il y avait moins de fumigènes. Donc 80% pour, 8% contre et 12% on savait pas trop quoi répondre à ça, donc pas d'avis. Le sondage des plus est une rubrique en partenariat avec l'application Run Motion Coach, une application internationale désormais. Vous pouvez vous y abonner, que vous soyez par exemple au Québec ou en France, pour structurer votre plan d'entraînement personnalisé en fonction de vous, vos contraintes, vos objectifs. Et Run Motion Coach fait le travail avec une petite intelligence artificielle qui va bien, et ce depuis longtemps, bien avant qu'on parle ces derniers mois d'intelligence artificielle. Avec la bande AD+, l'abonnement vous coûte 80 € à l'année, soit 10 € de moins que l'abonnement traditionnel. La bande AD+, le talk show du trail et de l'ultra trail. Allez, dernier point que je voulais voir avec vous sur le débrief. En fait, il y en aurait eu plein d'autres, mais un en particulier parce que on l'a soulevé comme étant un des faits majeurs de cette UTMB, c'est la présence des influenceurs et avec eux des critiques des influenceurs. Je voulais avoir votre avis là-dessus. Est-ce que qu'est-ce que ça change? Est-ce que vous avez constaté ça?
Et est-ce que vous avez constaté du positif, du négatif? Est-ce que les influenceurs vont amener un autre public? Est-ce qu'ils vont encourager les gens à bouger? Allez, sur la question des influenceurs, Hugo, qu'est-ce que t'as constaté? Qu'est-ce que t'en as pensé? Quel est ton point de vue? Moi, il y en a pas mal. Leur humour me touche pas forcément. Je pense à ceux qui font de l'humour, parce qu'ils font pas tous ça. Mais Clem qui court. J'ai découvert Thomas Sio. Et en fait, c'est mon frère qui regardait ses vidéos. Donc j'ai dit, bah tiens, Aubin, regarde. Donc, lui, ça le fait marrer. Alors moi, c'est pareil. C'est pas un truc qui me touche particulièrement. Mais en fait, il me dérange pas. Donc ça me gêne pas qu'il soit là. En plus, que ce soit Clément ou Thomas, bon, c'est les deux exemples qui me sont venus en tête, hein, il y en a sans doute d'autres, bah, ils ont fini leur course malgré tout. Moins de 30 heures d'ailleurs pour Clément, ce qui quand même, quand on y réfléchit, pour quelqu'un qui faisait pas de sport il y a 2 ans et demi, 3 ans, ouais, c'est pas mal, ça c'est impressionnant. Bon, c'est pas très gênant. Après, je pense que UTMB Group gagnerait en crédibilité à rendre l'accès aux influenceurs, entre guillemets, un peu plus dur sur l'UTMB, puisque c'est vrai que des fois, c'est un peu facile pour eux. Voilà, ils font à peine une petite course qualificative. Et en fait, c'est comme pour l'athlète élite. Ça fait chier tout le monde quand il y en a un qui bafoue un peu les règles et qui arrive comme ça. Alors, bon, quand c'est Kylian Jornet, on dit rien, parce qu'on est content qu'ils viennent. Mais c'est vrai que quand tu respectes pas le processus classique qui finalement est appliqué à tout le monde, c'est toujours, ça ouvre toujours à la critique. Alors que Jim Wamsley, quand on avait modifié les règles, il était venu à Istria sur un 100 miles, il a mis une fessée à tout le monde, il s'était qualifié dans les règles de l'art, c'était absolument parfait, et il avait rien dit, il avait pas fait de lettres, il avait pas fait de boycott, il avait rien dit, il est allé à Istria, il a mis une fessée à tout le monde, paf, qualifié, et là on a applaudi. Bon, en plus c'est l'année où il gagne l'UTMB, comme quoi. Donc pour moi c'est ça le truc, voilà, c'est bon, ils sont là, ils gênent personne, ils font pas de mal, mais peut-être pour qu'on arrête, pour que les gens arrêtent de les critiquer, puisqu'on lit bien sûr les critiques, on n'est pas bête, il faut que ce soit vraiment carré pour le processus d'inscription, à mon avis. Même pour eux, ça leur rendrait service en fait. Parce que en gros, est-ce que c'est confirmé qu'ils ont eu des passes droits? Le problème de l'UTMB, c'est que tu te connectes au profil d'un gars, enfin ou d'une fille, hein, bien sûr, et tu vois tout de suite les courses qu'il a fait, donc tu comprends que le gars a fait une seule course et a obtenu 2 Running Stones, c'est un exemple au pif, hein. Et tu te dis, bah ouais, mais en fait, là, c'est pas possible, c'est pas un tirage au sort, c'est pas le bon format, c'est pas, tu vois, il y a tout un tas de choses qui font que tu devines, si t'es malin, tu devines qu'il a été favorisé, entre guillemets. Mmh. Ce qui nuit à tout le monde, au final. Hugo, je vais essayer encore une fois de me faire l'avocat du diable, mais si tu te mets dans la position, mais non, mais on est là pour aussi essayer de comprendre les trucs. Si tu te mets dans la position d'une entreprise comme Ironman, UTMB, etc., ce n'est pas juste une course à pied de gens qui vont dans la montagne faire du trail. Ça, c'est que le dernier argument, celui-là. Tous les arguments d'avant, c'est tout un tas de choses dont ces gens-là sont là pour obtenir les résultats qu'ils ont envie d'avoir. Donc, pourquoi mettre en avant l'histoire d'avoir des points et la course? La course n'est qu'un prétexte, on l'a bien compris et on le voit de plus en plus. Sabine dit, voilà, moi j'ai fait l'UTMB, puis la semaine d'après je suis allé dans le Vercors faire C'était 2 choses totalement différentes. Quand elle est allée dans le Vercors, ils ont fait du trail, tout le monde était content de se retrouver. La primauté était mise au parcours, à la qualité du parcours, aux bénévoles et à la course. Voilà. À l'UTMB, il y a un prétexte qui s'appelle organiser un grand rassemblement de personnes avec tout un tas de choses annexes. Je veux dire, le nombre de réunions d'affaires qui a eu lieu pendant la semaine de l'UTMB, les influenceurs en font partie. Enfin, c'est la semaine UTMB, et pendant la semaine UTMB, il y a des courses de trail. Mais il y a aussi tout un tas d'autres choses. Et les influenceurs font partie de tout le tas d'autres choses. La semaine d'UTMB n'est pas un rassemblement de coureurs pour aller faire du trail. Elle est un énorme rassemblement de tout un tas de personnes pour tout un tas de choses. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais ça peut se comprendre que dans le cadre d'une semaine de l'UTMB, ça va des conférences, ça va à du business, ça va de la connaissance, ça va toute la diversité incroyable de tout ce qui s'y passe pendant cette semaine-là, et ces gens-là font partie du lot du truc. Bon. Et par contre, et comme tu le dis, même si cet individu a eu, avec 2 Rolling Stones, la possibilité de prendre le départ
et de finir en moins de 30 heures. Bah, je trouve que quelque part, alors, et d'une, ils rentrent dans l'une des cases que l'UTMB a vraiment besoin d'avoir ces gens-là pour des raisons peut-être qui nous dépassent. On n'est pas si bête que ça, si vieux pour comprendre ce qu'ils font là. Oui, c'est publicitaire aussi. Exactement, mais dans tous les cas, il met moins de 30 heures, donc c'est peut-être une façon de dire merci et d'honorer le passe-droit qu'il a eu, par exemple, pour cet individu. Non, mais Clément s'était qualifié avec la manche à Maurice, lui c'était correct. Voilà, mais sinon, pour toutes les autres personnes éventuellement... Ils sont pas là. Bon, c'est du folklore. Je veux dire, Mike Horn est venu courir avec ses filles il y a 2 ans, 3 ans, je sais plus. Oui. Voilà, on était un peu peut-être dans le même état d'esprit. C'est-à-dire que il y a un espèce de tout venant qui sont là pour remplir les courses pour tout un tas de raisons. Il y a tout un autre paquet de choses qui se fait tout au travers de la semaine du TMB. Ces gens-là font partie du lot moderne de l'organisation d'un événement global à but commercial. Enfin, et Steph, toi qui as connu quand même aussi pas mal l'évolution de l'UTMB, de voir que les influenceurs, je les appelle comme ça, en vrai, j'aime pas trop ça, parce que je trouve qu'on englobe vraiment plein de gens là-dedans, et des gens qui font du divertissement, et des gens qui pensent qu'ils sont des médias. C'est un peu un gloubi-boulga avec lequel je suis pas spécialement à l'aise. C'est un léger tacle, là, Nico, sur les médias. Non. C'est pas l'objectif, mais non, c'était juste que je trouve que c'est difficile. Influenceur, ça veut comme tout et rien dire, et voilà, c'est mettre tout le monde dans le même panier. Je suis pas très fan, mais par contre, une des choses qu'on a pu observer, c'est qu'ils ont pris beaucoup de place. Quand j'ai croisé, c'était là d'ailleurs, Hugo Clément, donc Clem qui court, au moment des arrivées, il me disait, je lui ai dit qu'il avait cannibalisé, gentiment, mais je lui avais dit cannibaliser l'UTMB, parce qu'en fait, on avait l'impression que tous les regards étaient sur lui. Et Nico, est-ce que tu as noté, quand tu nous as vus, que nous étions tous en train d'attendre le dernier coureur? Bien sûr. Là c'était la table, c'était incroyable. Théo Détienne, moi, casquette verte, Clem qui court, et on était tous là à savourer les derniers instants de l'UTMB, vraiment jusqu'à la dernière goutte. Et finalement, on a tellement discuté qu'on n'a pas vu qui c'était tout à fait le dernier, mais bon. Non, absolument. Et pour la petite histoire, parce que je peux pas m'empêcher de le glisser, je sais pas si tu l'as entendu à ce moment-là, mais quand j'ai salué Clément, il m'a dit c'est grâce à toi si je cours. Oui. Parce qu'en fait, il a commencé à courir en trail en écoutant la bande AD+. Alors je lui ai dit de dire ça, de bien répéter ça au plus de monde possible, parce que maintenant qu'il a 1 demi-million d'abonnés quasiment, ça peut fou, toujours servir. Et si tu voulais me demander par rapport aux premières années, c'est sûr que les premiers UTMB, enfin moi je suis arrivé à Chamonix, la première fois que j'ai vu des courses UTMB c'était 2004-2005, où j'ai commencé à voir inévitablement que toute cette génération où la part belle était faite aux coureurs, c'est-à-dire que quand tu arrivais en 2004 et 2005, le centre d'intérêt premier était le coureur à pied, c'était les belles histoires à l'intérieur, et qu'éventuellement il y a eu une véritable évolution. Donc, et que les critiques éventuelles qui peuvent être faites, elles sont faites sur le principe d'une idée que l'Ultra Trail du Mont Blanc est une course à pied de trail avec différents formats, etc. Ben non, il faut se faire à l'idée que la société qui gère ce truc-là n'a pas à ce prétexte-là, mais a aussi tout un tas d'autres choses qui sont faites. Alors, on focalise sur les influenceurs, mais c'est leur... Alors, les influenceurs ou le mot que vous voulez y mettre derrière. Parce que eux, ils font du tapage médiatique. Mais n'empêche qu'en amont ou en arrière-boutique, se font quand même des choses incroyables, dont ils font pas de tapage, mais qu'on entend parler, comme les conférences, comme se faire rencontrer des gens qui permettent de faire évoluer la pratique, comme etc., etc. Et ça, on n'en entend pas parler. Ce qu'on parle dans la semaine UTMB, c'est les influenceurs, et tout le monde va y faire tout un tas de commentaires. Ben, je peux le comprendre, mais en même temps, c'est leur travail. Leur travail, c'est de faire du tapage sur les médias, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, qu'ils fassent parler d'eux, et surtout de ce qu'ils ont à vendre, ou de ce qu'ils ont à communiquer, enfin bref, c'est leur travail. Donc inévitablement, que tôt ou tard, ça veut dire que même chez nous, à la bande AD+, on arrive à avoir ce sujet-là. Parce que ils sont là pour ça, pour faire parler, pour répandre une bonne parole, pour activité de la mayonnaise, j'en sais rien, tout un tas de bazar. Donc évidemment qu'on en parle, c'est évident, mais on pourrait aussi dire qu'à la semaine de l'UTMB, il y a 10-15 ans en arrière,
quand il y avait des prémices de conférences et que maintenant il y a des véritables scientifiques qui viennent du monde entier se rencontrer, faire évoluer la pratique, même les ravitaux, même la manière de, on voit que sur les ravitaux les choses évoluent, qui vont finir que les ravitaillements sur le reste le balisage, enfin tous les sujets incroyables, y compris du commerce. Sabine. Oui, en fait, c'est juste que là, Stéphane, tu pars du principe que ça y est, le marché a gagné, mais quand même, l'UTMB, ça reste avant tout la course du trail la plus relevée du monde, et je trouve que on peut pas occulter l'aspect sportif comme ça aussi vite. Et c'est vrai que quand tu arrives là à Chamonix, maintenant la semaine de l'UTMB, tu as vraiment l'impression d'être à la Fashion Week du trail, et ça a forcément des aspects positifs dans le sens où ça peut amener à des gens qui n'auraient pas connu la pratique sans ça à la connaître et à pratiquer, mais ça a quand même aussi des aspects négatifs que voilà, la planète est pas extensible à l'infini, et que ça crée de la pollution, et puis on a l'impression dans une fuite en avant. Et comme tu dis, il y a les conférences, par exemple, c'est bien. Et quand tu dis, il y a 10 ans, il n'y avait pas de conférence, oui, je peux confirmer. En fait, moi, il y a 10 ans, j'étais en thèse et on m'avait proposé de faire une conférence. J'étais venue jusqu'à Chamonix et puis on m'avait dit... Et donc, j'étais repartie de Chamonix sans faire ma conférence. Donc, c'est sûr qu'il y a un sérieux qui est arrivé là dans les dernières années, mais je pense que c'est aussi à nous, tous les gens qui sont acteurs ou spectateurs de la course, à dire si le sport nous intéresse, que c'est ça qui nous intéresse, et de parler de ça aussi, et de pas toujours parler que des influenceurs et tout, parce qu'en fait, l'UTMB va encourager ce qui les fait connaître. Et donc, si on montre que nous, ça nous intéresse, qu'il y ait une densité de malades sur la CCC féminine, que ce soit Jim Wamsley qui ait gagné l'OCC dans un match extraordinaire, que sur l'UTMB, il y avait Courtney Dauwalter et des gens qui sont les meilleurs mondiaux, si on montre que c'est ça qui nous intéresse, ça restera un des points majeurs de cette semaine. Et puis, par contre, si c'est le fait qu'il y ait des Miss France qui viennent et tout qui nous intéresse, après, c'est ça qui fait le buzz. Mais pour moi, l'intérêt, pour l'instant, l'UTMB, il est intéressant. Je me suis déplacée à Chamonix, pas pour voir des Dacia garés sur la place du village de Chamonix, mais parce qu'il y avait les meilleurs mondiaux qui venaient courir sur un parcours mythique autour du Mont Blanc, quoi. D'accord, Sabine, mais il y a des gens qui regardent le Tour de France pour les beaux paysages à la télé, et pas pour l'aspect sportif. Donc, ce que je veux dire par là, et je suis pas en train de dire que ça me plaît, tout ce qui arrive, je vais pas forcément donner mon avis perso, c'est quand même une réalité et un constat. Donc finalement, ils construisent quelque chose, et c'est eux qui construisent les choses quand même. Enfin, je veux dire, et ils se fient. Oui, mais ils construisent selon l'offre et la demande. Et si tu montres que la demande, elle est à un gros niveau sportif et pas tant à avoir machin qui découvre le trail sur l'UTMB. D'ailleurs, j'ai envie de dire à tous les influenceurs qui découvrent le trail sur l'UTMB qu'en fait, ils ont découvert qu'une facette du trail, et venez participer à des courses dans... Vous verrez que c'est un tout autre sport. Non, venez pas là, il veut pas qu'il y aille. Lozère, alors, peupler la Lozère. Blandine, est-ce que tu as un avis? Ouais, j'ai pas mal d'avis, je suis un petit peu mitigée, et juste je suis étonnée qu'on parle de ce sujet, parce que moi personnellement j'ai pas forcément vu de commentaires négatifs, et voilà, je vais être assez franche. Moi effectivement j'ai remarqué, oui, que cette année il y a eu bien plus d'influenceurs, donc je me suis demandé si je l'ai pas aussi biaisé, parce que je fais partie d'une agence pour m'aider moi dans mes partenariats, Fresh Touch, qui a beaucoup aussi d'influenceurs, et qui ont créé cette année ce qu'ils appelaient la Fresh House. C'était un endroit où on pouvait tous se retrouver, ils faisaient des soirées à thème, etc. Et du coup, effectivement, j'ai croisé beaucoup de monde. Je me suis demandé si c'était à cause de ça que j'avais un regard biaisé, ou si effectivement il y avait beaucoup plus d'influenceurs que les autres années. Mais clairement, moi j'ai trouvé ça génial, parce qu'il y avait plein de gens qui étaient émerveillés en fait de voir. Alors, on aime ou on n'aime pas, Moi personnellement, effectivement, quand les gens viennent me voir, me demandent des photos, des autographes, je suis un peu surprise. Je me dis comment on peut être fan est un bien grand mot, mais comment on peut apprécier une personne juste derrière un compte Instagram. J'ai un petit peu du mal, mais quoi qu'il en soit,
voudrais pas débattre là-dessus, mais en tout cas, j'ai vu des gens heureux, des enfants, enfin même des gens de tous âges, des parents, des grands-parents, voire des personnes qui suivent sur les réseaux, de les voir en vrai, tu vois, ce que Clem Kikour à la communauté qu'il a créée autour de lui. Moi, je trouve ça fascinant. Encore une fois, effectivement, là, je sais pas, tu parlais de Miss France qui viennent. Enfin, moi, clairement, avec cette fameuse Miss France qui est aussi médecin, on a fait une conférence sur le Rett syndrome où on a pu, où des personnes ont pu être Marine L'Orphelin. s'inscrire, ouais, avec Marine L'Orphelin, qui était hyper qualitative. Et ça, je me dis, c'est génial que grâce à sa notoriété, on peut faire passer aussi des messages qui sont hyper importants. Pour en revenir à Thomasio, moi je l'ai découvert. Alors je suis désolée, moi j'adore ce qu'il fait, mais parce que clairement ça me fait tellement penser à mon humour de médecine. C'est effectivement c'est du 87e degré et il a rien de très entre guillemets intelligent dans son contenu, mais moi je trouve que ça fait du bien, un peu de légèreté, voilà, des choses drôles, du pipi caca prout. Moi clairement j'ai beau avoir fait beaucoup d'études, j'aime bien les trucs voilà, légers. Et ça m'a pas dérangé, donc je voudrais un peu avoir vos avis sur le côté négatif. Après, j'ai compris qu'Hugo, lui, il était pas forcément pour, mais pas forcément contre non plus. Après, l'aspect écologique que tu évoques, Sabine, je suis pas sûre que ce soit eux, clairement. Ouais, moi là, c'était pas les influenceurs, c'était plus l'aspect que. D'ailleurs, moi, c'est pas les influenceurs qui m'ont sauté aux yeux, c'est le village trail qui est de plus en plus énorme chaque année, quoi. Et les activations, machin et tout. Les influenceurs, à vrai dire, je les suis pas sur Internet. Du coup, j'ai du mal à savoir qui est là, qui est pas là. Et j'ai pas l'impression. Moi, c'est pas ça qui m'a choqué. C'est plus l'aspect. Événement marketing, quoi. T'as l'impression que dans 2 ans, ce sera chacun qui fera son feu d'artifice aussi pour faire, parce que ce sera fini les community runs, ce sera plus ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Robin, un mot là-dessus. Toi, tu t'es fait gentiment clasher aussi. Enfin, pas toi directement, mais la mission Valorcine par toujours Clem Kikour, hein, qui fait de l'humour, hein, qui est très humour potache, un peu comme ça, et qui, pour l'avoir vu avec ses fans, est un trésor. Il est hyper gentil, etc. Mais voilà, quand il est en train de faire de la production de contenu, bah il a envie de ititi, quoi. Ouais, bien sûr, c'est son fond. Lui, hein, mais c'est son fond de commerce et il faut surtout pas prendre la mouche. C'est un garçon très très sympathique. Pour être honnête, tout ce débat c'est pas que ça m'intéresse pas, c'est qu'honnêtement, moi, Chamonix, j'y ai juste mis les pieds. Alors j'allais dire samedi, mais c'est un peu mentir parce que j'ai fait un aller-retour pour participer à ce grand cirque, parce qu'avec Théo, on a vendu des t-shirts jeudi après-midi, mais à part ça, j'ai même pas mis les pieds sur le salon, j'ai même pas mis les pieds sur l'Arche d'Arrivée. Enfin, sur l'Arche d'Arrivée, ça m'étonnerait parce que j'ai pas couru la course, mais en tout cas, et en fait, ça m'intéresse pas plus que ça. Moi, ce qui m'intéresse à l'UTMB, c'est la course, en fait. C'est les courses, mais en particulier la course, même si cette année, effectivement, la CCC et l'OCC étaient intéressants. Mais en fait, c'est ça qui m'intéresse, c'est la course, et pas forcément la tête de course, parce qu'il y a toujours des histoires incroyables. Là, on a vu des images du dernier ou l'un des derniers finishers qui arrive complètement plié en 4. Enfin, donc c'est ça qui m'intéresse. Après, tous les à côté, les Dacia, le salon, c'est pas dur. Faut arrêter de dire que tout est dur. Non, mais ça m'intéresse pas, donc je regarde pas. Malheureusement, étant connecté à Instagram, je vois passer des trucs qui, oui, bon, ça m'a, encore une fois, c'est pas forcément mon humour ou c'est pas forcément ma tasse de thé. Sincèrement, c'est pas mon truc et je préfère me concentrer sur la course. Moi, je vais vous apprendre rien. Je suis très très fan de la compétition, de la performance, etc. Donc c'est ce sur quoi je vais porter mon attention. Tout le reste, franchement, je m'en fiche pas mal, quoi. Bon, bah c'est intéressant, c'est important la raison pour laquelle on en a parlé, c'est que ça a été un des sujets, un des faits marquants, la présence forte des influenceurs, utilisée aussi beaucoup par les marques. Dans le cas de Clem Kikour, je veux pas encore une fois faire un focus sur lui, mais c'est peut-être le grand coup marketing de l'UTMB. Brooks a fait faire des t-shirts, ou Clem Kikour a fait faire des t-shirts avec Brooks, et pendant plusieurs jours, au moins une journée, il y a eu des files d'attente de plusieurs heures pour acheter ce t-shirt comme une bouffée de pain. Voilà, ça a été une des activations, et on a vu beaucoup de choses comme ça. Donc c'était pas à des fins de critiquer ou de trouver, mais c'était plus
dans notre rôle de souligner que ça existe, que ça fait partie de l'évolution, et en l'occurrence des faits marquants de cette UTMB. On passe à l'Esprit Wise et on file à la fin de cette émission. Esprit Wise, la rubrique aventure de la bande AD+. Esprit Wise, c'est un rendez-vous en partenariat avec la marque française de vêtements de course technique Wise Ultra Running, basée à Annecy, dans laquelle on vous parle de course en sentier, sans dossard, de off, d'itinérance et de voyage en courant, avec aujourd'hui Johan Beaujard. C'est un trailer qui se définit avant tout comme un sportif en montagne. Il participera au championnat du monde de trail en septembre avec l'équipe de France et il s'est préparé tout l'été, mais à sa façon, avec des grandes balades en montagne, comme il aime. Je vous laisse écouter ma conversation passionnante avec Johan Beaujard. Salut Johan. Hello. Alors toi, tu te définis plus comme un sportif de montagne qu'un simple trailer. Qu'est-ce que ça veut dire être sportif de montagne ? En tout cas, ouais, ce que je recherche avant tout, c'est évoluer en montagne, c'est découvrir la montagne. Et le trail, finalement, c'est un sport qui me permet ça, mais il y a d'autres sports qui me permettent ça. Comme le ski, je suis un amoureux du ski, peut-être plus que le trail d'ailleurs. Et pareil, la rando, où je te parlais de photos juste avant, tu vois, c'est que des activités qui me permettent de vivre la montagne. Et du coup, je me considère beaucoup plus amateur et sportif de montagne, amateur de montagne que trailer pur et dur, quoi. Et d'ailleurs, la performance, alors elle a eu une place dans ta vie. On en avait déjà parlé par le passé. Ça a été même une source de pression. Mais c'est pas tant ça que tu recherches, même si tu es un athlète de haut niveau aujourd'hui. C'est pas forcément l'ultra performance qui te motive, toi. Ben, c'est sexy, hein, l'ultra performance, et je m'en cache pas. Là, tu vois, je suis très heureux de mon parcours cette année, d'aller aux mondiaux, d'être en équipe de France et tout. Et on va en reparler. Ouais. Et je me rends compte que, enfin, ça aussi, ça me nourrit, ça me permet de vivre des choses et je les vivrais pas sans la performance. Mais il y a un moment, là, ces 2-3 dernières années où je me suis rendu compte que je pouvais, si tu me donnais 5 UTMB, c'est pas pour ça que je serais heureux. Dans le sens où c'est pas ça qui va faire que je me sens bien, je me sens épanoui dans ma pratique et je me sens bien dans mes pompes, aligné, quoi. Et du coup, en fait, à un moment donné, je me suis un peu fait cette réflexion, je me la suis un peu prise dans la gueule, où tu vois, je m'identifiais beaucoup à des grands athlètes que sont Kylian, François, Xavier, des gens vraiment, moi, qui m'ont fait rêver quand j'ai commencé. Et en fait, il y a un moment, je me suis dit, mais ok, c'est très bien ce qu'ils ont fait, mais finalement, la réussite de ton parcours, elle se mesurera pas au nombre d'UTMB ou au nombre de titres que tu auras gagné, quoi. En revanche, les émotions que tu as quand tu fais une traversée, quand tu fais ce que tu appelles un voyage, même sur une journée, comme tu as fait récemment au printemps ou à l'été, de monter aux écrins, au sommet qui est tout près de chez toi, ça te fait vibrer et ça te procure des émotions et donc des souvenirs. Ça, c'est quelque chose qui t'anime. Ouais, bah, en tout cas, c'est complémentaire à ma pratique de la compétition et c'est quelque chose que je veux plus sacrifier. On a tendance à, tu sais, là, il y a une professionnalisation des athlètes, il y a une optimisation permanente de la performance. On cherche tout le temps les petits détails en plus et enfin, maintenant, je décide vraiment j'ai un peu fait le pacte avec moi de ne plus sacrifier certaines choses qui me nourrissent, comme la montagne. Et là, du coup, tu parles de cette petite aventure, mais en fait, il y en a plein dont je parle pas, ou en général, en plus, ça se fait entre copains parce que tu vas pas trop en montagne seul. Et en fait, c'est des journées où, moi, quand je reviens, je me dis que la vérité, elle est là, quoi. Ça me procure plein d'émotions de me dire, putain, là, j'ai passé 8 heures en haute montagne avec un pote, on a refait la vie, on a parlé de plein de trucs, on a vu des animaux, je suis passionné par les grands rapaces des Alpes. Enfin, je trouve que tu vis des trucs qui sont indescriptibles par rapport à la compète, quoi. Et la compète, finalement, tout le monde la vit, que ce soit en tant qu'acteur ou en tant que spectateur. Alors que la montagne, c'est ton truc avec toi-même, au mieux avec ton pote. Mais voilà, et ça, enfin, moi, c'est ce qui me nourrit en premier. Et si j'ai arrêté de mettre des dossards, je sais que je continuerai à me faire des journées de 10 heures en montagne, quoi.
Et quand tu es sur des journées comme ça en montagne avec tes potes, on pense par exemple à Louison Coiffé, qui est un membre de la bande aussi, vous mettez des mines, il y a aussi cette notion de performance entre vous quand même, c'est-à-dire que c'est pas juste une petite balade, on y va quand même intensément, au moins de temps en temps. Non, moi j'essaye vraiment de me détacher de ça. Pour le coup, je suis pas un compétiteur, c'est que j'aime certaines choses de la compétition, mais pas la confrontation. Et du coup, dans ces journées-là, je tiens vraiment à ce qu'il n'y en ait pas. J'ai pas envie de me mesurer aux copains, d'autant qu'on s'est pas préparé vraiment pour être là, on s'est pas affûté, on n'est pas en pic de forme ou quoi. Et du coup, les informations qu'on tirerait d'une confrontation dans ces moments-là, ça sert à rien. En plus de ça, ça pourrait faire qu'on fait une connerie, tu vois, t'es sur un glacier ou t'es dans une portion qui est très technique, où il y a du gaz et tout. Si tu te mets à tirer la bourre, en fait, c'est là que tu peux faire le faux pas de trop. Et dans ces journées, je cherche vraiment à me connecter. Alors du coup, c'est un peu perché la façon dont je le dis, mais à vivre ma journée en montagne. Et ça passe par beaucoup d'observation, d'écoute, et vraiment être dans le moment et pas dans la performance. Du coup, j'essaye d'être plutôt très cool. Je suis souvent les Louison et les copains d'ici, je suis souvent à les ralentir qu'à les faire accélérer. Quand tu dis ici, c'est Val-Louis, c'est les Hautes-Alpes, etc. Il y a un mot qui revient, je crois, sur ton compte Instagram, que j'invite d'ailleurs nos auditeurs à aller voir. Personnellement, je te l'ai dit en off, et j'adore ta plume, j'adore ta façon de parler de la montagne. C'est différenciant par rapport à plein d'autres athlètes qui essayent bien évidemment de parler de leur sport, mais tu le fais extrêmement bien. Il y a le mot faire du sens. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui t'anime. Tu as besoin, quand tu bouges, que ça ait du sens. Ouais, bah c'est marrant parce que hier j'avais une séance de prépa mentale et ma préparatrice mentale, c'est quelque chose qui l'a marqué et qui en fait c'est une thématique qui guide vachement notre travail, on va dire. C'est cette quête de sens, et j'avoue que je l'ai dans tout, pas que dans la montagne. Je sais pas comment parler parce que alors là on pourrait partir sur une longue discussion, mais philosophique forcément. Ouais. Et non, c'est clair que j'ai besoin qu'il y ait une raison d'être là, qu'il y ait une manière de faire, qu'il y ait vraiment une logique dans mon parcours, dans ma pratique, dans tout ça, que c'est pas juste une forme de consommation, c'est pas. Enfin, tu vois, je m'interroge beaucoup sur la notion de conscience et d'inconscience. Tu vois, tu peux très bien pratiquer en totale inconscience, c'est-à-dire que tu prends des baskets, t'allumes ta montre, tu regardes tes pieds, tu cours. En fait, t'es là, mais t'es pas là. Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Mm-hmm. Et à l'inverse, j'essaye vachement de cultiver la conscience d'être là, de ce que tu fais, de ce que tu vis, de ce que tu vois, tu vois. Et je trouve que, enfin, tout ça, c'est, pour moi, comment dire, le plus important, l'objet un peu de ma quête, c'est tout ça, quoi. Et ça se raccroche à ce que tu me disais aussi, à savoir, par exemple, t'aimes la photo ou même peut-être la vidéo. Bah, ça vient aussi. C'est un moment de contemplation. Faire une photo, c'est contempler, c'est s'arrêter quelques instants pour garder un souvenir un peu plus ancré. Ça s'inscrit là-dedans. T'es un peu un artiste aussi, et au-delà de l'athlète. Bah en tout cas, j'aime bien le côté créatif, et comme tu dis, il y a quelque chose qui est hyper important pour moi dans l'observation. Tu vois, là en ce moment je suis un peu malade, et pour autant je continue d'aller dehors parce que du coup j'y vais ultra cool, je marche, et à un moment je me pose parce qu'il y a un joli point de vue, et je reste là et j'ai plein de pensées, plein de discussions avec moi-même. Et je trouve ça hyper important, et c'est quelque chose que j'ai du mal à trouver chez d'autres athlètes qui sont dans une démarche ultra compétitive. Juste ce truc d'un moment donné, tu t'arrêtes et tu regardes ce qu'il y a, tu regardes le paysage qui est tout le temps en train de varier. Et la photo, c'est un moyen d'approfondir encore plus ça, quoi. Et je trouve ça génial. On est au cœur d'un épisode de la bande AD+, qui est très consacré, très focus sur l'UTMB. Toi, t'étais pas à l'UTMB, en tout cas
pas avec un dossard, ou moins, je t'ai pas vu sinon, mais t'étais la semaine d'avant, enfin le week-end d'avant, à l'Échappée Belle. 2 salles, 2 ambiances. Pour toi, l'Échappée Belle, bah, j'imagine que c'est plus proche de ce que tu as envie de faire dans le trail. Pourquoi t'es allé là-bas? Alors, la raison première, qui est très terre à terre, c'est que je cherchais une course de prépa à ce moment-là en vue des mondiaux et qu'il n'y a pas 1001 courses. Alors tu vas me dire, tu aurais très bien pu faire la MCC sur un format à peu près équivalent. Pour le coup, je me reconnais pas du tout dans la MCC ou dans certaines des courses de l'UTMB. Parce que voilà, j'ai vraiment l'impression que c'est une énorme industrie, un gros business où le but c'est faire du volume. Les parcours perdent en qualité parce que quand tu vois le parcours de l'OCC cette année, en fait c'est un parcours de fond de vallée essentiellement. Et je trouve ça super. En raison des conditions météo pour le coup, mais ouais. Ouais, mais bon, enfin, c'est le parcours de l'OCC de base est déjà pas très sexy. Alors bon, je veux bien dire que ok là les conditions météo ont fait que, mais on n'est pas sur un parcours 5 étoiles de base, donc c'est vrai que je trouve ça un peu dommage. Et à l'inverse, l'Échappée Belle, on est sur une organisation de passionnés. C'est, tu vois, je te parlais un peu des fois de mon impression d'être hors système. Je te disais ça juste avant en off. Et je trouve que l'Échappée Belle, ils essayent vachement de cultiver ça. Ils essayent vraiment de ne pas rentrer dans toute cette industrie du trail et de rester très ancré sur leurs valeurs. Alors bon, ils ont quand même du succès. C'est quand même une course qui maintenant a du succès, qui se passe dans une région où le trail est quand même très présent. Donc c'est quand même maintenant une grosse course. Mais en tout cas, je sens vraiment la passion et l'authenticité un peu dans les mots de l'organisateur, dans la façon d'organiser des courses. Et même, tu vois, là, ce qui m'a frappé, c'est que c'est tout con, mais les bénévoles, c'est que des gens du coin et ils sont tous trop contents d'être là. Ils ont des grands sourires, alors que j'ai en mémoire quelques scènes à Chamonix avec des bénévoles où tu te demandes s'ils se prennent pas un peu pour des flics, tu vois. Donc voilà, comme tu dis, c'est 2 salles, 2 ambiances. Moi, j'avoue que je me retrouve beaucoup plus dans les valeurs et dans le mood général de l'Échappée Belle. Après, j'ai commencé le trail en rêvant du Tour du Mont Blanc et le concept faire le Tour du Mont Blanc, je le trouve fabuleux, quoi. Après, tout ce qu'il y a autour, ça me fait un peu grincer des dents. Bien. Aujourd'hui, on disait tout à l'heure que le dossard était pas forcément ce qui t'attirait le plus, mais là il y a un dossard majuscule qui s'en vient avec les couleurs de l'équipe de France. Ça, par contre, c'est une sacrée motivation. Tu t'es qualifié pour les mondiaux lors des championnats de France à Val d'Isère, gros milieu de montagne, et les championnats du monde, ce sera dans de la grosse montagne, dans les Pyrénées. Ouais. Bah, tu vois, tu parlais de sens tout à l'heure et en fait, c'est quelque chose que j'ai transposé à ma pratique en compète. C'est que, comme je te le disais, je suis pas un compétiteur dans l'âme. Par contre, il y a vraiment des dossards qui ont du sens. Il y a des événements qui ont du sens pour moi et sur lesquels j'ai envie d'être performant, sur lesquels j'ai envie d'être à mon meilleur niveau. Et les France en faisaient partie, les mondiaux en feront partie. Et du coup, voilà, je vais pas mettre 10 dossards par an à être vraiment dans une logique ultra compétitive, mais là, les mondiaux, ça me prend aux tripes et ça va être fou, quoi. Et là, quand c'est comme ça, tu te sors les tripes, justement, tu donnes tout. Ouais, bah, en fait, quand il y a du sens, quand je suis aligné, quand vraiment il y a, comment dire, il y a, ouais, vraiment du sens d'être là, quand je sais que ça va me procurer des émotions et tout, là, mais en fait, je suis hyper en phase avec le fait d'être sur cette compète. Et là, mais oui, comme tu dis, je donne tout, que ce soit dans la prépa ou le jour J. Voilà, je sais déjà que ça va être une immense journée parce que quand je me projette, quand je vois un peu comment les choses peuvent se passer, ça va être incroyable. Et pour ça, je suis trop content d'être dans cette démarche, d'avoir les possibilités physiques et mentales de m'aligner sur ce genre de course parce que ça, c'est unique, quoi. C'est magique comme expérience. T'as été un petit peu malade sur la fin du dernier stage de l'équipe de France. Ça n'aura pas d'impact sur ton, j'imagine, sur ta course. C'est quoi tes ambitions? Est-ce que
Johan Bojard, il arrive à se mettre avant une course un objectif. Je dis peut-être une bêtise, mais est-ce que la gagne, c'est quelque chose auquel tu es capable de penser? Grande question. Et hier, j'ai passé 3/4 d'heure au téléphone avec Adrien Séguré pour parler de tout ça. Le sélectionneur de l'équipe de France. Ouais. Alors, très bonne question. Déjà, mon discours depuis les France, c'est que à partir du moment où tu es sur le départ d'une course comme les mondiaux, tout peut se passer. Il y a toujours sur ce genre d'événement, c'est un peu comme les Jeux, tu vois. Pour moi, les mondiaux, c'est un peu comme nos Jeux olympiques. À partir du moment où tu y es et que tu t'es bien préparé, j'entends, tout peut se passer. C'est sûr que si tu arrives blessé ou que tu es loin, très loin dans la hiérarchie mondiale, voilà, faut pas croire en la magie non plus. Tout peut se passer, du coup je me prise de rien. Tu vois, par exemple Benjamin Roubiol, il y a 2 ans, personne, je pense, l'aurait annoncé champion du monde. Pourtant, il est arrivé hyper bien préparé, il a couru au millimètre, et voilà quoi, il l'a fait. Donc voilà, faut pas se mettre de limite ni de pression à devoir faire un gros résultat. Là, en tout cas, je suis hyper content d'avoir réussi à trouver une recette de préparation qui m'a vraiment plu. J'ai réussi à être très consistant tout au fil de cette prépa et même depuis le début de l'été. Donc, je sais que ça peut se concrétiser par une belle perf. Après, au niveau chiffres, c'est trop compliqué à dire. Pour l'instant, je connais même pas la totalité de la start list. Je sais que c'est possible de faire dans les 10. Je sais que faire dans les 5, ce serait énorme. Après, peut-être que mon niveau du jour, ce sera de faire 15 ou 20. Enfin, ça, tu vois, pareil. Il y a une réalité de terrain que pour l'instant, je peux pas du tout maîtriser. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le plus important pour l'équipe et pour moi, pour le moment, c'est vraiment ce qu'on va faire collectivement, parce que je sais que c'est quelque chose que je vais garder toute ma vie, ce qu'on va vivre collectivement. Là, on a une super équipe de France, en tout cas sur le trail court, pour parler de ce qui me concerne, où vraiment il y a une belle énergie, il y a une belle alchimie entre tout le monde, entre un Thomas Cardin qui est un peu le leader naturel de cette équipe, et d'autres athlètes qui sont un peu plus jeunes ou moins expérimentés. Et du coup, ça crée vraiment une belle dynamique de groupe. C'est génial. Il n'y a pas de compétition un peu malsaine entre nous tous. Et du coup, je pense qu'on a vraiment tous à cœur de faire un résultat collectif. Et je vais vraiment essayer de construire ma course pour servir au mieux l'équipe. Bon, on entend aussi le discours qu'on connaît maintenant d'Adrien Séguré, qui est très 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 focalisé sur les médailles collectives. Un dernier mot, tu nous as parlé de recettes d'entraînement. Je pense qu'on va faire la boucle avec le début de l'entrevue. La recette, c'était les longues sorties en montagne. Ouais, exactement. Exactement. Tu vois, là, en début de saison, j'avais en tête ce parcours championnat de France, championnat du monde. C'était vraiment quelque chose que j'avais coché. C'était pas gagné, parce que ces 2-3 dernières années, je me suis pas montré forcément le plus légitime pour être à cette place-là. Et justement, encore ce début de saison, je me suis un peu perdu dans un entraînement trop optimal, théoriquement trop optimal. C'est-à-dire avec... tu m'entends ? Ça coupe ? Ouais. Ah, ok. Donc dans un entraînement un peu trop optimal, avec pas mal d'intensité, avec un entraînement qui est très cadré, et ça c'est pas moi et ça marche pas. Et typiquement, quand je suis allé à la Sky Race des Gorges du Tarn en course de rentrée, j'ai fait très loin parce que j'étais pas du tout aligné avec l'entraînement qui me correspond. Et depuis, j'ai vraiment remis de la balade en montagne, très cool, de l'endurance vraiment au feeling, à faire des belles boucles, quelle que soit la distance, parce qu'il peut y avoir des très belles boucles de 20 bornes, ou il peut y avoir des très belles boucles de 45 bornes. Franchement, j'ai fait tout. En tout cas, c'est vraiment ce que j'ai essayé ce à quoi j'ai essayé d'être fidèle. Donc de tracer des belles boucles qui me faisaient rêver en montagne. Des choses très esthétiques, qui soit aller en haute montagne sur glacier, soit faire des boucles un peu plus courables. Et voilà, ça a été vraiment le fil rouge de tout mon été, et j'ai l'impression que
d'être nourri par cette pratique a fait que j'ai été bien, que j'ai progressé, que je me suis retrouvé performant sur les courses que j'ai fait. Donc voilà. Eh ben, on se retrouve à Canfranc pour voir qu'est-ce que ça va donner. Dans tous les cas, tu auras été heureux pendant cette période-là, donc c'est ça qui compte. Ouais. Pour explorer les produits techniques et durables de Wise, notamment ceux que porte Johan Bojard, je vous renvoie au site web wisetrailrunning.com. J'ai découvert pendant l'UTMB le sac d'itinérance. On en reparlera peut-être avec Stéphane dans un autre épisode. Pour l'instant, il n'est pas sorti, il sort dans quelques mois, je pense, mais c'est une petite tuerie. Il y a la brassière aussi pour vous, mesdames, le pantalon de pluie et les gants qui font partie des nouveautés produits chez Wise. Allez voir leurs réseaux sociaux, très classe, et le site web de la marque. La playlist de la bande à des plus. Dans chaque émission, nous glissons chacun un titre dans la playlist. La bande son de la bande à des plus que vous retrouvez sur Spotify ou sur Deezer gratuitement. Vous pouvez les retrouver en permanence et puis même télécharger l'ensemble de la playlist. On arrive à plus d'une cinquantaine de titres. On va commencer avec Robin. Qu'est-ce que tu mets aujourd'hui dans la playlist ? Eh ben, c'est un artiste que j'aime beaucoup, qui est, pour la petite histoire, que j'écoutais déjà avant, il y a quelques années, on va dire dans mon adolescence, et puis qui, j'ai réécouté ça, en fait, comme mon fils aîné, c'est Ben Howard, et donc j'en ai un souvenir assez ému. Assez ému, exactement, et je pense que c'est une belle musique aussi à écouter quand on court. Alors peut-être pas dans les rues bondées de Paris, mais si on est un peu en montagne ou en forêt, dans les forêts vosgiennes, ça peut être sympa. Eh ben, on va changer complètement de style avec Blandine. Ouais, moi ça va avec mon coup de cœur. Alors je sais pas si j'ai le droit de le dire maintenant, mais ça s'appelle la chanson des criquets de la Ratatouille. Alors je vous l'invite à l'écouter. Non, mais c'est juste que je l'ai découverte avec la team Trail Sans Limite, donc celle dont tu as parlé en début d'émission, la team de Joëlette, et on l'a remise en boucle le soir, le lendemain soir, donc le samedi soir, enfin le soir pour eux, de la fin de la CCC en chantant, en dansant, en imitant des criquets. Donc je vous invite déjà à savoir comment on imite un criquet, hein, entre 3 pintes cul sec et 1 mètre de shooter avalé et un paquito fait. Voilà, c'était assez rigolo, et du coup, comme ça allait avec mon coup de cœur, je voulais mettre cette musique qui me... C'est un autre genre. Les cigales. Et on passe à de la chanson un peu plus politique avec Sabine. Oui, moi j'ai choisi la chanson du groupe grenoblois Sinsemilia. Bienvenue en Chiraki. Vous pouvez changer un mot, et puis c'est toujours d'actualité. En 2025, c'est une chanson de 2004 et c'est assez vertigineux quand on l'écoute. Sinsemilia. Steph, toi t'es reparti loin aussi, hein. Ah, je suis reparti loin dans le temps. Mais pas si loin que ça, parce que ce matin, en préparant l'émission, j'ai appuyé sur Deezer, j'ai fait défiler et j'ai tapé au pif et je suis tombé sur... Il n'y a même pas besoin de le dire. Et avec Hugo, on a terminé sur des trucs un peu plus épiques, un peu plus... on est encore à l'UTMB. Hugo, je te laisse me dire ton titre d'abord. C'est une musique que j'avais pas mal écoutée il y a assez longtemps, une certaine période, et avec ce petit sabre laser que j'ai utilisé à l'UTMB, elle m'est revenue en tête, donc je vous la laisse. Voilà, assez magnifique. Et je termine avec une musique qui a été un verre d'oreille pour moi depuis la présentation des athlètes. Je sais pas si la présentation des athlètes, je pense qu'elle n'a eu lieu que pour l'UTMB, mais je l'ai trouvé hyper efficace. J'ai pas souvenir que c'était le cas l'année dernière. Unshakable, d'un groupe, je sais pas si c'est russe ou quoi, je saurais pas redire le nom. En tout cas, vous la trouverez dans la playlist. Et elle a été rediffusée également lors des podiums, lorsque les 10 premiers hommes et femmes ont été appelés sur le podium. Waouh! Ouais, ce serait toi qui serais à l'origine?
Ouais, elle est très très longue d'ailleurs. Il y a beaucoup de choses dans cette. Ouais. Je sais pas ce que c'est vraiment une musique, mais un peu militaire, un peu épique, un peu. Mais en tout cas, ça fonctionne du tonnerre quand il y a voilà les podiums, etc. Et ça m'est rentré dans la tête. Donc du coup, je me l'écoute en courant. On avait fait des départs de la Maxi Race avec aussi, beaucoup. Je sais pas si tu arriveras à retrouver, mais elle y était. Excellent. Bon, très en sympa. tout cas, vous pouvez retrouver tous ces titres dans la playlist de la bande AD+, sur Deezer ou sur Spotify. Et puis, avec notre partenaire Shox, vous bénéficiez d'un joli rabais de 10 € sur n'importe quel casque Shox à conduction osseuse ou à conduction aérienne avec le code toujours le même, LBAD+. Moi, je vous recommande toujours l'Open Run Pro 2 que j'ai à peu près tout le temps sur les oreilles. On me le fait souvent la remarque, mais en tout cas, voilà, on l'oublie facilement et c'est sécuritaire quand on va courir. Et puis, Shox, je sais pas si le produit est sorti. On l'a vu à l'UTMB aussi, c'est l'Open Dots One. Là, c'est comme des boucles d'oreilles. Le son est juste hallucinant. Je sais pas si c'est pour courir, mais en tout cas, ils ont fait un produit qui est méga quali. Donc le code LBAD+ pour ceux qui sont intéressés. On file au D+ et des moins. Des plus ou des moins, les coups de cœur ou coups de pompe de la bande AD+. Allez, on commence avec Stéphane Brognard. Des plus ou des moins? Un des plus, et c'est l'engouement et surtout la jeunesse au bord des sentiers sur l'UTMB cette année. Et ça m'a vraiment plu. C'est-à-dire qu'on avait affaire à un public beaucoup plus jeune et qui avait envie de faire la fête, qui était enthousiaste. J'ai trouvé beaucoup de gens enthousiastes. Alors peut-être que je vieillis, que tout le monde paraît jeune par rapport à avant, mais je trouve qu'il y avait une vraie belle jeunesse au bord des sentiers. Ça m'a vraiment beaucoup plu. Blandine, toi on a déjà deviné, mais... Ouais, la jeunesse, c'est grâce aux influenceurs, et notamment qui court, je suis sûre, c'est qui sont sur TikTok. Ouais, moi, c'est la team Trails Sans Limite qui a fait la CCC en Joëlette, avec notamment Jonathan Naboulé. C'est juste, je sais pas si vous vous rendez compte, en fait, de l'exploit de dingue. Déjà, ils avaient fait l'OCC l'année dernière, c'était ahurissant. Moi, j'ai fait quelques trails avec eux en Joëlette, j'ai trouvé que c'était d'un effort très difficile, et là ils ont fait 25 heures, je crois qu'ils l'ont fini en 25 heures dans des conditions compliquées. La nuit, juste après ma CCC, je me suis rendue à Valorcine en pleine nuit pour aller essayer de les encourager parce qu'ils étaient à deux doigts d'abandonner. Jonathan n'en pouvait plus et ils sont quand même allés au bout. Enfin, c'est incroyable. Donc encore une fois, bravo à eux. Et c'est dans le cadre aussi de la team adaptive. Je sais pas si ils le font pas partie. Si, ils font partie. Si, team adaptive. Effectivement, j'étais marraine de la team Sans Limite. Ouais. Avec Pied de Robot, notre cher Boris Gérardi qui fait un boulot fantastique pour mettre en avant les athlètes en situation de handicap qui sont juste hallucinants, et je renvoie encore à l'émission UTMB qu'on a enregistrée. On a notamment fait une demi-heure là-dessus avec Fanny Barbara et Yanis Debeau, deux très belles personnes qui sont pleines d'inspiration. D'ailleurs, je pense que Yanis, c'est ton espèce de binôme, Hugo. Vous avez été matchés ensemble, toi athlète valide, lui athlète en situation de handicap. Il a subi, pour la petite histoire, un plaquage violent lorsqu'il faisait du rugby, et il a perdu toute action sur l'un de ses pieds. Ouais, exactement. Et j'étais content qu'ils finissent. Juste en me réveillant dimanche matin, je me suis dit je vais regarder vers quelle heure il va arriver. Et en fait, il était déjà arrivé, donc j'ai pas pu aller encourager sur la ligne. Il est arrivé juste avant 6h ou juste avant 7h, je sais plus. Tout s'était bien passé. Enfin, le plan de course a été suivi. C'était magnifique. Du coup, on s'est écrit un peu après. Du coup, moi, c'était un D-. Vas-y. Par rapport à Yanis qui arrivait trop tôt. Non, je plaisante. Par rapport à l'article de Charlie Hebdo qu'on m'a encore envoyé il y a à peu près une heure là, qui est lamentable en fait. Je pense qu'il y a pas d'autre mot pour le définir. Il y a rien qui va du début à la fin. Je me suis permis de regarder qui l'avait, je sais pas si on peut dire écrit, tellement c'est nul. C'est une donneuse de leçons qui elle par contre ne se prive pas de vivre comme une énorme bourgeoise. Donc voilà, il faudrait peut-être que cette dame commence par nettoyer devant sa porte avant de vouloir traiter des sportifs d'énormes bourgeois.
puisque si elle a un métier aussi reposant et aussi oisif, c'est peut-être à côté, grâce justement à ces gens qui prenaient peut-être avant la peine de lire cette merde. Mais voilà, là, c'était vraiment d'un niveau affligeant. Ouais, j'avoue que comme journaliste, même toi, ça t'a énervé. Ah ben non, mais ça m'a fortement agacé parce que je suis un défendeur de mon métier et du journalisme et je suis pas contre. Pour le coup, c'était un article dans Charlie Hebdo dont j'ai été longtemps lecteur. Je comprends qu'il puisse y avoir des positionnements éditoriaux. Je comprends qu'on puisse faire, par exemple, un article journalistique à charge. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais il faut de l'honnêteté. Et le problème de cet article, c'est que c'est faux. C'est qu'il y a énormément d'erreurs factuelles. Et là, ben, je veux dire, on jette juste l'opprobre sur, du coup, toute la profession. Quand on fait des soi-disant articles journalistiques, il y a des choses là-dedans qui sont probablement justes, mais elles sont tellement caricaturées que bah voilà, c'est pas du journalisme et oui, c'est honteux. Enfin, je suis totalement d'accord avec le fait que bon, c'est pas parce que ça critique le trail, on est nous-mêmes ici parfois critiques, etc. Mais cet article-là est d'une certaine violence par sa caricature. Robin? Oui, et ben des moins pour Courtenay, parce que j'ai trouvé que c'était absolument lamentable de terminer cette course dans cet état. Non, gros D+, évidemment, sans surprise. Déjà de l'avoir vu à Valorcine, c'était exceptionnel. Et puis toute la fin de course avec tes images, Nico, enfin les images de ton équipe où elle est en déroute, et Stéphane. J'ai trouvé ça magnifique et puis cette arrivée aussi, je sais pas exactement si c'est son neveu ou quelqu'un de sa famille, le jeune garçon avec qui elle a couru là dans la dernière ligne droite. C'est un enfant qu'elle a loué, non? Oui, apparemment, oui, ça serait un enfant vosgien qu'elle aurait loué pour l'occasion. Et voilà quoi. Donc une fois de plus, une masterclass de la présidente, de la reine. Peut-on être à la fois président avec une couronne? Le débat est lancé. Mais en tout cas, voilà, une fois de plus, elle renforce sa légende, quoi. Sabine. Ouais, j'aurais bien partagé le D+ de Robin volontiers. Et je voulais conseiller à nos auditeurs qui sont finishers de ce long podcast, un podcast beaucoup plus court. C'est La Sportive Outdoor, qui fait des podcasts avec des sportives d'extérieur. Et c'est très varié. Elle pose des questions très pertinente et ça dure entre 40 minutes et 1 heure à peu près à chaque fois. Et là, elle a recommencé la saison, par exemple, en interrogeant une fille qui a un food truck pour l'équipe Arkema de cyclisme et qui explique comment elle s'organise sur les grands tours pour répondre à leurs besoins. Et c'est super intéressant. Et puis, elle fait très peu d'autopromo. C'est quelqu'un de très humble et du coup, il faut lui faire de la pub à la Sportive Outdoor Lorraine. Elle s'appelle derrière le podcast. Lorraine, elle est très très agréable. Elle était d'ailleurs à l'UTMB. Elle a fait le suivi UTMB. Je sais pas ce qu'il en découlera pour son podcast, mais je suis d'accord avec toi. Très chouette personne et podcast à écouter. Pendant qu'on est dans les podcasts, moi j'y vais dans la quasi autopromo pour vous inviter à écouter le PC course de ma collègue Mélissa Mergoal, qui est lui aussi court, une trentaine de minutes. C'est conversationnel, c'est surtout féminin. Les personnes qu'elle reçoit, beaucoup d'anonymes, pas forcément des gens qui sont très connus, mais qui ont une histoire avec la course en lien. Enfin, il y a toujours une grande histoire derrière à aller chercher en lien avec la course à pied. Et puis, puisque je parle de Mélissa, je vais parler de l'ensemble de mon équipe parce que c'est à eux que je consacre le D+. Ça a été un UTMB riche et en équipe. Je suis hyper content du travail qu'on a pu produire sur Distance Plus à 360 degrés, bien au-delà de la bande AD+. Et voilà, j'ai été enchanté de bosser avec des gens passionnés, qu'on pas compté leurs heures, qu'on fait du journalisme, qui était animé avec l'envie d'informer, d'essayer de faire quelque chose de qualitatif et pas uniquement productif. Et puis il se trouve que la couverture a été très
très très réussi puisqu'on a dépassé les 13 millions et demi de vues rien que sur Instagram. C'est pour un petit compte entre guillemets pour nous, très loin de ce que peuvent faire les influenceurs, un très beau résultat. Et donc on est ravis que le journalisme marche aussi dans le monde du trail. La Bande à des Plus, le podcast du magazine Distance Plus, présenté par Nicolas Fréret. C'est la fin de cette 75e émission régulière de la Bande à des Plus. Un gros merci à tous les 5, Stéphane Brognard, Sabine Erström, Hugo Ferrari, Blandine Hirondelle et Robin Schmitt. À plus les amis. Bonne soirée. Salut. On se quitte déjà. Et un gros merci au data scientist Joseph Mestrallet impliqué dans le projet UTMB des 2 vainqueurs 2025, Tom Evans et Ruth Croft, d'avoir débriefé avec nous. D'ailleurs, je me rends compte qu'on n'a pas vraiment parlé du deuxième, Ben Dillman, l'américain, qui a fait une très belle course lui aussi. Merci aux partenaires majeurs de la 4e saison de la Bande à des Plus de soutenir ce podcast qui accompagne les sorties longues de bien des auditeurs. J'ai nommé NAC, Miles Republic, Run Motion Coach, Shox et Wise. La Bande à des Plus est une émission présentée par Distance Plus et concoctée par les productions des Plus. Je suis Nicolas Fréret, j'ai le plaisir d'animer ce long talk show. Le design sonore de la Bande à des Plus est signé Lucas Aska Hennessy. La couverture de l'émission est l'œuvre de Mathieu Forichon de Desbosses et des Bulles. Merci à Laurie Beck qui fignole l'enregistrement de cette émission avant sa diffusion. Merci à Baptiste Ballet qui s'occupe des extraits de l'émission que nous diffusons sur les réseaux sociaux de Distance Plus. Enfin, merci à toutes et tous de nous écouter sur votre plateforme de podcast préférée ou via la chaîne YouTube de Distance Plus. N'oubliez pas de suivre Distance Plus sur les réseaux sociaux. Notre compte regorge de contenu et de reportages, notamment évidemment sur l'UTMB. Et je vous invite à suivre le récap des plus chaque lundi sur Instagram, mais aussi en podcast en version audio, donc le flash info du trail et de l'ultra trail, mais aussi de vous abonner à la toute nouvelle newsletter de Distance Plus. Ça s'appelle l'Extra des Plus. Ça tombe tous les mardis gratuitement dans vos boîtes courriel et c'est du bonbon. Ne manquez pas ça. Vous pouvez aussi le retrouver sur la plateforme Kessel. À plus dans la Bande à des Plus.